Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval à Québec, au Québec. Bienvenue à votre podcast, votre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux, légaux, techniques, nommez-les de l'intelligence artificielle. Dans cet épisode, nous allons poursuivre notre exploration de tous ces beaux enjeux. On a prévu pour vous un programme de type actualité, banc d'essai, sujet libre. Là, ça dépendra de mes baristas, collaborateurs, collaboratrices. Ils sont deux aujourd'hui avec moi en studio. Benjamin Leblanc est là. Comment ça va, Benjamin? Ça va très bien, toi? Très bien. La rentrée? Oui, ben, au final, la rentrée pour les étudiants gradués, c'est juste la routine. C'est la même affaire. C'est juste que c'est la même affaire. Exactement. On voit des gens déambuler déguisés en Buzz Lightyear, d'autres en Mike Wazowski. Ben oui, c'est amusant, mais c'est sûr qu'aux études supérieures, puis comme prof, ça change pas. Sinon, il y a cette bel enthousiasme partout sur le campus. Nos projets d'études avancent bien? Ah oui, ça va bien. Probablement déposer le proposition de projet de thèse en fin d'année. Donc, c'est une étape importante là, dans le parcours d'un doctorant. Fait qu'il y a une grosse étape qui s'en vient. Bravo! Chaque petit pas est une victoire dans ce long processus que sont des études supérieures. Aussi avec nous en studio, Véronique Tremblay est là. Comment ça va, Véro? Très bien, Jean-François. En fait, elle n'est pas au studio, elle est à distance en ce moment. Vous le savez pas, vous le saurez pas. C'est pas bien grave. C'est pour ça que je te reprenais pas. Je me suis dit, ils sont pas. Oui. Nouveau boulot, Véro? Ben oui, nouveau changement d'emploi pour moi. Je suis partie chez Videns, où je vais offrir entre autres des services de consultation là, pour la stratégie, éthique, gouvernance en intelligence artificielle. Donc, un nouveau mandat, vraiment le fun. Je suis vraiment contente. Je vais un peu élargir mon influence, si on veut, dans plus de secteurs, là, avec des beaux mandats en santé, par exemple, ou dans différents secteurs. Là, c'est un peu différent de ce que j'ai eu avant. Génial, content de te savoir là et heureuse d'être là. J'espère que ça nuira pas à ta participation à IA Café. Est-ce que tu penses avoir les coudées aussi franches qu'avant? Clairement, j'ai le temps de venir autant qu'avant, puis oui, j'ai les coudées aussi franches qu'avant. Je ne représente pas une entreprise quand je viens chez IA Café. C'est complètement indépendant de mon travail, donc je suis pas payée pour venir ici présentement, là. Bon, faut le préciser. Moi, je nomme mon employeur, mais mon employeur plutôt neutre, je dirais, comme posture. Mais c'est sûr, quand on travaille pour des compagnies, des fois, faut le dire, juste pour rassurer nos auditeurs. On essaie le plus possible de venir avec notre chapeau personnel, intellectuel et critique, et non pas notre chapeau professionnel de travailleur avec un contrat de travail. Non, puis de toute façon, je pense que les gens qui choisissent de travailler avec moi, ils s'attendent à des propos francs puis indépendants. Alors, c'est ça. Génial, Véro. Content de te savoir là-bas. Écoutez, j'ai mes deux baristas avec moi. Bien hâte de prendre un café avec eux. Bien hâte de vous entendre aujourd'hui. Écoutez, avant toute chose, retour sur notre dernier épisode. La semaine dernière, en fait, il y a 2 semaines, je vous demandais de réagir, de faire des commentaires, de m'écrire, de me faire signe. Puis je voulais avoir vos rétroactions. Puis j'ai eu des nouvelles, de belles nouvelles plutôt, de beaux messages. J'ai notamment reçu un très beau courriel de Frédéric Claver, qui est un auditeur qui avait de très bons mots sur le podcast, évidemment. Mais qui avait aussi une très belle réflexion profonde, documentée, rigoureuse sur les liens entre l'histoire et l'IA, donc l'enseignement de l'histoire à l'ère de l'intelligence artificielle et sur les liens entre l'IA générative et la mémoire collective. C'était vraiment intéressant de
de le lire. Donc, Frédéric, c'est un prof au Centre for Contemporary and Digital History de l'Université du Luxembourg. Et ce qui l'a fait réagir, c'est toujours le fun de voir qu'est-ce qui est. Parce que moi aussi, quand j'écoute des podcasts, je réagis à un moment précis. Puis là, je grogne, puis je dis, là, je parle aux interlocuteurs. J'aimerais ça leur dire. Ben lui, il m'a écrit pour me le dire. C'est lorsque un de nos collaborateurs, je ne sais pas si c'est Fred ou Sylvain, mais il y en a un des deux, ou c'est peut-être un autre, j'ai oublié, qui avait cité Niall Ferguson. Et là, je cite notre auditeur Frédéric Claver. Il dit « Ferguson utilise la critique de l'IA pour y adosser sa vision de longue date d'une université conservatrice et élitiste. Hein? » C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que l'IA, pour certains chercheurs, là, ça devient une espèce de prétexte pour radoter des vieilles idées. Puis là, on sert de l'IA pour dire les étudiants, ils lisent plus. Puis avant, là, maintenant, c'est la faute de l'IA, mais avant, c'était la faute des jeux vidéo, des cellulaires, de l'Internet. Puis là, on recycle des nouvelles technologies, puis on dit la même chose, mais on le dit autour d'une nouvelle technologie. Donc, ce que nous disait Frédéric, c'est que la technocritique mérite mieux que Ferguson et ses radotages de discours. Je l'aime, cet auditeur-là. Moi, il faudrait l'inviter, Jean-François. Ben, justement, moi aussi, je suis sensible à ça. J'avais dit aussi dans mon intervention, ben, écoutez, ce serait le fun des fois d'en recevoir là, des auditeurs au podcast. J'arrête pas de dire qu'on a les auditeurs les plus intelligents de tout le App Store, puis je le pense encore, là, c'est-à-dire que puis App Store, c'est vieillot déjà comme expression. Mais il y en a plusieurs qui, bon, c'est des profs, c'est des chercheurs, c'est des personnes évidemment très curieuses, puis je me suis dit, ben, on va l'inviter. Fait que là, j'ai reçu son courriel, je lui ai écrit dans la semaine suivante, là. Puis je l'ai invité pour justement parler écoutez, l'IA et l'histoire. Je me suis dit, il y a de quoi aller chercher là. On dirait un terrain parfait là, pour parler du cycle de fondation d'Asimov puis de la psychohistoire. Puis là, je me suis dit, là, j'ai mon angle. Bon, dans sa réponse, il m'a dit que bon, il résiste à ce genre de parallèle-là avec la science-fiction. Mais néanmoins, là, ça promet, je dirais, comme discussion. Ça s'en vient. Ce ne sera pas la semaine prochaine non plus. Il faut planifier tout ça et arrimer ça avec nos horaires. Mais dans les prochaines semaines, sinon dans les prochains mois, vous aurez des nouvelles de Frédéric Claver, l'histoire et l'intelligence artificielle. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte aussi. Deuxième bloc. C'était notre introduction. Premier bloc plutôt. Actualité, banc d'essai, chronique libre. Je me retournerai vers mes collaborateurs, collaboratrices. On va commencer par Véronique Véro. De quoi souhaites-tu nous parler cette semaine? Ben moi, je vais vous parler. Ce qui a suscité là l'idée de ma chronique, c'est un article de OpenAI qui dit modèle de langage aux origines des hallucinations, dans lequel ils expliquent un peu les hallucinations et ils expliquent un peu pourquoi GPT-5 hallucine moins. Donc, l'article est assez bon, là. On le mettra peut-être en lien là, avec le podcast. Il est assez bien résumé. Il y a des éléments... Je mets tous les articles dès que vous m'envoyez les articles. Même des fois, je les cherche après. Ah non, c'est quoi déjà l'article, là? Tu me l'enverras, Véro. C'est assez intéressant. Je vais peut-être essayer de l'expliquer un peu différemment, là, pourquoi les modèles hallucinent. En fait, quand on appelle ça hallucination, c'est pas une hallucination, c'est juste une erreur. OK? On a juste eu besoin de trouver un mot plus intéressant que faire une erreur. Il hallucine donc une personnalité, puis on lui prétexte une psyché complexe. Oui, mais il fait juste une erreur. Puis l'intelligence artificielle a toujours fait des erreurs. Et là, je vous ramène aux ancêtres de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en 2010 à peu près, à vos cours de stats de base, en fait. Et puis, ceux qui en ont fait, vous vous souvenez avoir calculé des intervalles de confiance, OK? Quand on faisait une prédiction sur quoi que ce soit, même sur une moyenne, on calculait des intervalles de confiance. Ben oui. Alors, à l'époque, c'était assez simple. On était capable de dire, par exemple, ben voici, je prédis tes ventes de ce produit-là, puis ça va être d'environ 1 million de ventes, mettons, avec un intervalle de confiance entre 900 000 puis 1 100 000.
Donc, c'est comme ça qu'on faisait les prédictions, puis on utilisait ces modèles probabilistes-là. C'est encore les mêmes fondements, si on veut, un peu en arrière. Là, je sais que je sursimplifie en disant ça, mais c'est quand même un peu les mêmes fondements qu'il y a en arrière de ça. Donc, à cette époque-là, on utilisait ces modèles-là, puis on évaluait systématiquement la qualité de ce qui était, la confiance qu'on pouvait accorder à ce qui était prédit. Donc, si je disais à quelqu'un, ben c'est ça, l'exemple que j'ai donné, 1 million de ventes avec un intervalle de confiance entre 900 000 et 1 million 100 000, la personne était capable de prendre une décision avec ça. Puis si je lui disais, ben 1 million avec un intervalle de confiance entre 0 et 2 millions, ben la personne prend une décision qui est un peu différente parce qu'elle est consciente de l'incertitude autour de la prédiction. OK? Oui. Véronique, quand tu parles d'intervalle de confiance, ben il y a cette notion-là de confiance avec un degré qui est fixé. Avec un degré qui est fixé, en effet. Donc, souvent, on les prend à 95%. Là, quand on calculait les intervalles de confiance à l'époque, c'était souvent ça qu'on faisait. Donc, on allait avec un intervalle de confiance. Donc, on était sûr à 95% que ce serait entre 0 et 2 millions, par exemple. Ou en tout cas, on pouvait jouer sur les intervalles de confiance comme ça, mais on était capable d'avoir une mesure de est-ce que c'est bon ce qui sort de là ou pas. Avec les modèles de langue, c'est compliqué de faire ça. OK. Pour différentes raisons. La première, c'est que un modèle de langue, on n'est pas dans l'apprentissage qu'on dit supervisé. OK? Donc, mesurer la qualité de la réponse, là, c'est très, très, très difficile. Et puis, si on était capable de la mesurer, ben, étant donné le nombre de paramètres qu'il y a dans ces modèles-là, il y a tellement de variabilité que probablement qu'on aurait souvent des intervalles de confiance qui seraient très, 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 très grands. Or, les versions précédentes de ChatGPT prenaient pas ça en considération, ou du moins pas trop ça en considération. Donc, s'il était pas sûr d'une réponse, il la donnait quand même. Donc, si sa réponse donnait dans un très 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 loin là si sa réponse était très très peu fiable, il la donnait quand même. Par exemple, si il y avait aucune réponse possible à une question, aucune solution dans ce qu'il connaît, ben il prenait quelque chose qui pouvait avoir une probabilité d'être vrai de 0,0001%, mais c'était quand même la réponse la plus probable. Donc, il l'a dit quand même. Mais il dit pas en sous-texte, écoute, je suis vraiment pas sûr de ce que je te dis, là. Voilà. Ma confiance en moi, là, pour cette affirmation-là, est de 0,00001%, mais c'est la seule que j'ai trouvée. La voici. Ben voilà. Donc, c'est ce qu'ils faisaient pas avant. Et c'est ce qu'ils ont tenté d'intégrer, là, un petit peu plus avec GPT-5, cette notion-là de « ça se peut que je le sache pas ». Donc, si on dit ça se peut que je le sache pas, ben, tu sais, c'est sûr qu'on va avoir la bonne réponse moins souvent. OK, puis là, il donne un exemple intéressant avec les QCM là dans les examens, là, les examens avec où tu as juste un choix de réponse. Ben, à moins qu'il y ait une correction négative, t'es mieux de répondre quelque chose, t'as une chance, s'il y a 4 choix de réponse. C'est vrai qu'on fait ça, hein? Ouais, ben, donc, quand on corrige, tu regardes l'examen, tu fais, ben, il aurait pu au moins encercler une lettre, là. Il y avait une chance sur 4. Oui, c'est ça, exactement. Donc, les anciennes versions étaient entraînées sans correction négative, disons. Or là, ils ont... Puis là, je suis vraiment moi-même en train de faire une analogie un peu boiteuse, mais c'est comme s'ils l'avaient entraîné en tenant compte d'une certaine correction négative puis en pénalisant un petit peu pour les erreurs. Donc, quand il est pas sûr, ben il va s'abstenir de répondre. C'est comme si à la place de donner deux choix de réponse, mettons vrai-faux, mais ça va être vrai-faux et je le sais pas. Donc, c'est un peu ça qu'ils ont fait. Est-ce qu'il répond des fois je le sais pas carrément? Ah là, je l'ai pas testé personnellement, s'il répond je sais pas, faudrait le tester. Après ça, dans le détail. Je suis curieux de voir la réaction des gens si tu poses une question à un chatbot comme ça, puis il répond je ne sais pas. Je pense pas qu'il se rendra là. Il va dire quelque chose, comme tu le dis, là, avec beaucoup de prudence en disant écoute, je suis vraiment pas
pas convaincu, j'ai pas trouvé assez d'informations pour le documenter, j'ai pas d'études, blablabla, donc je te dis ça avec sous réserve, il va faire comme moi en ce moment, là. Je jongle un petit peu autour de ça. Faut pas oublier que ChatGPT est un baratineur, hein. Donc, il va dire, je n'ai pas la réponse à telle question, mais je pourrais te donner la réponse à tel autre truc, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un baratineur, là. Il va te raconter quelque chose, peu importe, mais peut-être qu'il va pas te donner une fausse réponse. Ceci dit, je l'ai pas testé tant que ça, mais je voulais prendre la peine d'expliquer un peu le concept autour de ça. C'est très difficile de mesurer la qualité, l'espèce d'intervalle de confiance là autour de ce qui nous est fourni par un modèle de langue, parce qu'il y a beaucoup de variabilité. Parce que aussi, c'est pas de l'apprentissage supervisé. OK, on n'est pas dans des modèles classiques. Là, souvent, on va appeler ça de l'auto-supervisé. Il y a toutes sortes de distinctions, mais on n'est pas dans l'apprentissage supervisé. Donc, le modèle n'a pas appris en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc, c'est très difficile de mesurer cette incertitude-là, mais apparemment qu'ils ont trouvé un moyen de le faire et puis qu'ils ont intégré ça dans le GPT-5. OK, mais hallucination, j'aime bien le concept d'erreur aussi, là, c'est-à-dire que quand on parle des choses, je pense que le terme qui est le plus approprié, c'est vraiment, il a fait une erreur, il s'est trompé, il n'a pas halluciné, il a donné une information qui n'était pas vraie. Il y a des raisons pour ça. Moi, j'avais lu aussi qu'il y avait l'idée que c'est un modèle probabiliste aussi, fait que moi, ce que j'avais lu aussi, c'est des fois, il prenait des chances, là, comme tu dis. Là, voici la réponse la plus probable. Il formulera pas comme ça. Là, sa prémisse, c'est voici la réponse la plus probable. Mais c'est quand même ce qu'il fait. Donc, il prend une chance. Oui. Puis, dans son processus d'apprentissage supervisé, cette chance-là, des fois, elle est récompensée. C'est-à-dire que des fois, par chance, il y a la bonne réponse. Ben oui. Fait que là, c'est valorisé. Mais comme tu dis, là, si tu mets dans la boucle une punition, je sais pas si on peut prendre ces termes-là, mais en tout cas, c'est l'idée. Prends pas de guess, parce que essaye pas. Parce que si tu te trompes, là, tu vas avoir une punition qui est plus grave que si tu dis rien ou si tu dis je ne sais pas. Exactement. Bon, j'essaie de le résumer comme ça. C'est une belle leçon de vie aussi pour nous. Pas se prononcer trop vite. Dire je le sais pas de temps en temps. Des fois, ça vaut la peine. Ce que j'aime rappeler là-dedans, c'est que au fond, là-dedans, là, c'est encore des notions de base là, qu'on va chercher. Ça a rien. C'est encore des notions d'intervalle de confiance, d'incertitude autour de ce qu'on mesure, tout ça. Donc, c'est pas si nouveau que ça. Puis c'est pas si compliqué que ça là, quand on... Non, c'est ça. Puis moi, je le vois maintenant, le parallèle avec en recherche, avant de dire qu'une étude est significative, on va attendre d'avoir un intervalle de justement 95%. Ou, écoutez, ce qu'on a détecté là, c'est pas juste le fruit du hasard. Là, c'est quelque chose qui est très rare et qui est très vrai dans tel intervalle de confiance. À 0.95, on peut dire c'est significatif, on le publie, puis on peut s'appuyer là-dessus. Donc, c'est des concepts que j'ai déjà intégrés, puis je comprends mieux que il hallucine. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Moins, mais c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. C'est juste que c'est ça. Quand on arrive avec des modèles, même avec des réseaux de neurones, c'est difficile d'aller calculer un intervalle de confiance. OK, il y a des stratégies pour le faire, là, mais c'est vraiment, vraiment plus compliqué qu'avec les moyennes ou les modèles de régression. Puis c'est un petit peu moins fiable aussi, je dirais. Mais déjà avec les réseaux de neurones, c'est plus compliqué de le calculer. Puis là, en plus, dans des modèles qui sont non supervisés comme ça, c'est très difficile à aller chercher, là. OK. Merci. Merci, Véro. Intéressant. C'est un concept qu'on va sûrement réexplorer éventuellement. Là, hallucination, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on entendait parler de ça. Peut-être pour notre spécial d'Halloween, on reviendra sur le concept d'hallucination. Il y a peut-être quelque chose à explorer là. Benjamin, de ton côté, de quoi tu as envie de nous parler cette semaine? Je voulais parler du fait que, c'est bien connu, les modèles de langue les plus performants, puis une très forte majorité des compagnies qui les entraînent va entraîner leur modèle sur des données pour lesquelles ils n'ont pas payé pour avoir accès, donc ils vont violer des droits d'auteur, par exemple, pour entraîner leur modèle de langue sur des ouvrages, plusieurs ouvrages, pour lesquels ils n'ont pas payé. Oui, il y a déjà ça avec OpenAI, avec la poursuite du New York Times, de plusieurs
plusieurs grands journaux américains qui se sont dit, ben, vos modèles sont bons pour écrire, là, mais ils ont appris à écrire en puisant dans nos textes. Puis nos textes, by the way, c'est protégé par du droit d'auteur. Puis c'est même des fois, c'est des textes qui sont payants. Ça pose problème. Mm-hmm. Ben oui, exactement. Puis la particularité dans la situation ici, c'est que c'est Anthropic, la compagnie qui est derrière Claude, le modèle de langue, qui se retrouve au milieu de cette situation-là. Puis la particularité, c'est que Anthropic a atteint une entente avec le regroupement de personnes qui l'a poursuivi, finalement. Ah, oui. Donc, une entente de dédommagement qui va s'élever à un montant minimal de 1,5 milliard de dollars. Wow! Donc, quand on parle de ces compagnies-là, des fois, on a de la difficulté peut-être à s'imaginer à quel point ce sont des entreprises lucratives, puis qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Oui, puis ça montre aussi, excuse-moi Benjamin, ça montre aussi qu'est-ce que ça vaut, ça, tu sais, ces droits d'auteur. C'est pas juste, c'est un droit moral, les auteurs, faut en prendre soin. Puis non, il y a de l'argent derrière tout ça. Là. Si on est prêt à verser ce genre de montant-là, c'est à ça qu'on estime le dommage qui leur est causé en question. Là. Mm-hmm. Donc, j'ai lu que les montants minimaux qui doivent être déboursés dans le cas de violation de droits d'auteur ou des situations similaires, c'est 750 $. On parle de dollars américains. Tandis que dans la situation qui nous intéresse ici, il y a jusqu'à présent 500 000 ouvrages qui ont été recensés pour lesquels les droits d'auteur auraient été violés. Puis quand on fait le petit produit croisé avec le 1,5 milliard de dollars, on trouve que c'est 3 000 $ de dédommagement qui est offert par œuvre dont les droits ont été violés. Donc, c'est quand même pas rien de ce point de vue-là. C'est significatif, puis j'imagine que ça va vraiment donner la marche à suivre dans des situations qui sont en cours, finalement des litiges qui sont pas encore résolus. Donc là, on parle de cette situation-là. Ça fait jurisprudence, là, c'est-à-dire que les autres qui vont poursuivre, ils vont dire, eux autres, ils ont reçu tel dédommagement, là, on peut-tu recevoir le nôtre? Mm-hmm. Donc, la situation, en fait, c'est la suivante. Le regroupement de plaignants soutient que Anthropic a utilisé le contenu de plusieurs livres pour entraîner Claude, leur LLM, leur tête d'affiche, sans autorisation. Il y aurait eu 2 méthodes pour se procurer ces informations-là dans les livres, sans respect des droits d'auteur. Alors, premièrement, Anthropic se serait procuré les livres, les aurait scannés pour en obtenir une version digitale. Wow. Puis ensuite aurait détruit ou se serait débarrassé de la copie physique. Donc là, à ce sujet-là, il y a la notion de savoir est-ce que le fait de s'être procuré légalement ou en respectant les droits d'auteur l'ouvrage, mais pour ensuite aller le recopier à outrance ou s'en servir dans un contexte d'entraînement de LLM, c'est correct. Puis d'ailleurs, en tout cas, ça marche pas que, excuse-moi encore, mais oui? Ça marche pas que la logique qui fonctionne pour vous et moi en ce moment. Là. C'est-à-dire que si moi j'achète un livre, soit je peux le lire, mais si je décide de le photocopier puis de le donner à tout le monde, ça marche pas. Même pour les textes qu'on utilise dans le cadre d'un cours universitaire, OK, je l'ai payé une fois, mais ça me donne pas le droit, pantoute, de le distribuer comme ça à tout le monde, tous les étudiants. J'en ai 180 multiplié par 10 ans. Non, ça fonctionne pas dans cette logique-là. Ben oui, c'est ça. On peut peut-être citer l'ouvrage, quelques lignes, sans problème, mais de là à dire qu'on va le recopier pour s'en servir comme manuel d'entraînement, que ce soit pour un étudiant ou un LLM, ça pose problème. Cependant, du point de vue légal, c'est une faute qui a été omise. OK? Donc, au niveau du dédommagement de 3 000 $ par œuvre, on ne s'est pas intéressé à ces œuvres-là. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, là? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de faute qui a été inculquée à Anthropic pour cette pratique-là. OK, continue. C'est plutôt en ce qui a trait à des livres qui auraient été acquis sur des sites pirates. Où là, il y a eu... on a tapé sur les doigts d'Anthropic. On leur a pas donné de sanction pour avoir fait ce que je décrivais, c'est-à-dire s'acheter un livre, faire des photocopies, prendre le texte,
puis se servir du texte en question pour faire le processus d'apprentissage supervisé. Mais on les a surtout sanctionnés parce qu'ils sont allés chercher des livres sur des sites, le Pirate Bay du livre, là, ça doit exister, là. Oui, exactement ça. Très bien résumé. Donc, d'un certain point de vue, c'est sans précédent là, comme situation. Il y a des côtés positifs, des aspects négatifs. On pourrait se dire que peut-être ça, c'est une conclusion un peu négative. Je peux dire, comme on vient d'en parler, c'est totalement contre-intuitif de dire j'ai payé pour un livre, puis je peux m'en servir comme je veux pour le distribuer, par exemple, puis potentiellement faire de l'argent à partir de cette œuvre-là. Donc, bon, il y a plusieurs notions qui sont en jeu ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que Anthropic s'est défendu de la façon suivante. Il a soulevé, entre autres, 2 arguments pour sa propre défense. Il a dit notamment que sa conduite relevait des limites de l'utilisation équitable, blablabla. Donc, l'utilisation équitable. Ouais. Une défense, on va dire, assez subjective. Puis ensuite, qu'il était essentiel au développement de technologies d'IA compétitives. Donc là, l'argument, en gros, c'est de l'argument dire, économique. Là. Ben, si je veux être capable de rester concurrentiel, j'ai pas le choix de faire ça. À vous de décider si c'est un ça a convaincu argument, un juge de dire, ben les autres volent des droits d'auteur, fait que pour être compétitif, laissez-nous voler le droit des auteurs. Ben, c'était l'argument qui a été soulevé. Bon, nécessairement, ça les a pas sauvés. Mais je vous laisse décider de la validité de cet argument-là. Ben, j'aimerais ça voir le jugement en question parce que c'est sûr que ça va faire jurisprudence, mais j'ai hâte aussi de voir les autres. Là, c'est pas la seule poursuite, puis ça va être intéressant de les comparer aussi pour voir justement le New York Times et tous ceux là, qui sont dans le lot de ceux qui poursuivent OpenAI, à quoi ça va ressembler le jugement, c'est quoi les arguments qui vont être retenus, dans quelle mesure c'est ça, c'est une situation équitable ou non là, dans ce genre de contexte-là. Puis ça orientera le futur, là, puis pas juste pour les livres. En ce moment, on a les mêmes enjeux pour tous les champs, là, c'est-à-dire que on a des outils en ce moment qui sont capables de générer des images. Ben, ils ont appris à partir d'images dont plusieurs sont protégées par des droits d'auteur. On a des outils qui sont capables de générer du son, de la musique, des voix. Mais gageons que nos épisodes du podcast ont peut-être été utilisés pour entraîner ce genre d'IA-là à produire de la voix. Donc, la voix, le son, les images, les vidéos, ça va venir éventuellement. Ils sont à ce point-là performants pour produire de la vidéo. Ben, ils ont appris à partir de vidéos qui, là, la plupart du temps, c'est derrière des paywalls assez élevés et épais là, en matière de droits d'auteur. Bien hâte de voir ce qui va se passer avec ce dossier-là, Benjamin. Ouais, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un jugement officiel qu'on peut lire en ligne, c'est seulement une entente qui a eu lieu entre Anthropic puis le groupe d'intérêt, une information qui a été partagée, mais il n'y a pas encore un point final à cette histoire-là, donc ça va être à suivre finalement. À suivre, en effet, gros dossier. Benjamin, merci de l'avoir soulevé. C'était Claude Anthropic et les problèmes et les enjeux liés aux droits d'auteur. Écoutez, de mon côté, moi, j'ai testé cette semaine. Je me suis amusé avec, vous avez parlé de Google Labs, Gemini 2.5 Flash, Nano Banana, que c'était vraiment le nom le plus cool en ville. Je vais le tester, puis j'ai fait une utilisation très concrète et utile et pratiquement gênante d'utiliser cet outil-là cette semaine. Je l'ai utilisé pour rénover ma cuisine. Donc, c'est ça que j'ai fait, c'est-à-dire que j'avais des plans d'architecte. Puis, tu sais, à l'échelle, avec en 3D, des projections 3D, puis... je l'ai téléversé. Là, je le dis, puis c'est sûr que mon architecte, elle aimera pas ça quand elle va entendre ça. C'est pour la recherche, hein, pour le savoir que je fais ça. Puis je l'ai téléversé sur Nano Banana, puis j'ai dit, fais-moi une photo, fais-moi quelque chose de photoréaliste avec ça. Là. C'est-à-dire, je vais voir ma cuisine, à quoi ça va ressembler. Puis, écoutez, c'était fou, là. C'était vraiment comme si j'étais dans ma cuisine très réaliste, très réussi. Puis là, à partir de ça, là, je faisais des modifications. Puis écoutez, ma conjointe, elle tripait, là, elle était à côté de moi. Puis des rideaux, demandez des rideaux rouges. Puis
L'îlot de cuisine, change la couleur. Il était noir, mets les blancs, mets les bleus. La couleur des bancs, mets ça bleu, mets ça... Ajoute un petit panier de fruits, change la lumière. Les armoires, quelle couleur, quelle texture. Gros fun. Gros fun, très utile, très performant pour ce genre d'activité. Je sais pas si c'est vraiment pas la seule utilité de ce genre d'outil-là, mais c'était vraiment performant et utile. Est-ce que tu l'as montré à ton architecte? Oui. Si je l'ai montré à mon architecte, écoute, j'hésite encore à lui montrer parce que je ne sais pas comment elle va réagir. Je pense que c'est sûr qu'elle doit être très prudente sur ce genre d'outil-là, puis faire attention. Puis là aussi, là, j'ai pris son plan, puis je l'ai mis sur un serveur de Nano Banana, puis à la fin, ils vont servir peut-être de ce plan-là pour créer pour avoir des performances encore plus, des images encore plus performantes et photoréalistes. Mais voilà, j'y en ai pas parlé. Je vais sûrement y montrer pour regarder son visage s'illuminer ou s'assombrir. On verra. Je pense plus que ça va aller du côté de s'assombrir, mais j'ai fait ça pour vous. C'est ma justification. Bien maladroite du prof d'éthique. J'imagine que ça s'en vient là, du point de vue des architectes. Je veux dire, fournir le plan, puis fournir un photoréaliste de l'impression que ça va donner finalement de la cuisine rénovée. Ça va venir avec. J'imagine. Si on a des architectes en ce moment, écoutez, testez ça. Là. J'imagine qu'ils le font déjà. Mais il y a déjà des outils pour faire des projections 3D. Là, c'est une projection 3D photoréaliste. La lumière, tout était là. Change les murs, mets-moi ça en bleu, mets-moi ça en jaune, mets-moi ça pas en jaune, c'est pas beau. Mais j'ai fait ça, je l'ai testé, ça marche. Puis il y a les enjeux que vous connaissez bien que je ne vais pas répéter pour vous. Voilà, donc ça s'appelle Gemini 2.5 Flash Nano Banana. Du Google Labs AI qui font pas beaucoup de promotion, Google Labs, mais il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Notebook LM, c'est eux aussi. Là. Ça fonctionne. Je peux quand même pas m'empêcher de penser aux pauvres architectes qui vont... là, il va y avoir des clients qui vont arriver avec des choses qu'ils ont créées là-dessus, puis il y a des choses qui fonctionneront pas avec ça. Va falloir qu'ils intègrent ça. Ah, j'ai une petite pensée pour eux, là. Ah, j'ai une très grande pensée pour eux aussi, mais en même temps, c'est ce qui arrive, là. C'est habituellement avec la technologie. Pensez aux médecins aussi. La personne arrive avec son propre diagnostic là, qu'elle a trouvé sur Internet. Ce genre de rapport-là du professionnel qui doit des fois déconstruire ce qu'on lui propose avant de lui proposer quelque chose. Je pense qu'on va être dans ce genre de dynamique-là aussi, là. Ben oui, puis on va avoir, ceux qui ont à déconstruire des choses qui sont fausses, puis un problème par rapport à ça, mais on va en avoir aussi des architectes qui vont juste résister à ce changement-là, puis ou qui vont l'utiliser avec grande prudence. À voir si vous êtes architecte, commentez ce que je viens de dire en ce moment. On vous invitera aussi à discuter de ce genre d'enjeux-là. Je suis bien curieux de vous entendre. Écoutez, le temps avance. J'avais une petite plug à faire parlant de celles et ceux qui nous écoutent. J'aimerais remercier, ce sera ma plug, ça fait longtemps que je ne les avais pas plugués, nos Patreons, nos membres du Nexus 6. Je les mentionnerai cette semaine. Je mentionnerai Pierre Labrec, Pierre Girard, Yves Lapierre. Ah, il y a de la pierre là-dedans, hein? Pierre Labrec, Pierre Girard, Yves Lapierre, Clément Brunet, Damien Toribé, Vincent Bailey, qui font des dons systématiquement, semaine après semaine. Remerciements aussi à l'Obvia, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle qui sont notre principal partenaire. Merci également à celles et ceux qui partagent nos épisodes, qui likent, qui commentent, qui m'écrivent, puis qui en parlent surtout autour d'eux pour faire connaître notre podcast, faire grandir notre belle communauté de passionnés d'IA en français. Puis pour les autres, je suis convaincu que vous allez trouver votre façon de contribuer et d'être engagé dans notre communauté IA Café. Parce que vous aussi, je le sais que vous rêvez des fois de moutons électriques. Fin de la plug, deuxième tour de table. Recommençons par
par Benjamin. Benjamin, de quoi tu as envie de nous parler? Oui, donc j'aimerais parler ensuite des bancs d'essai. Donc, ce qu'on appelle des benchmarks en anglais, puis qui servent finalement de point de comparaison sur les modèles. Donc, je donne un exemple. On parlait tout à l'heure, moi Jean-François, du banc d'essai qui consiste en l'examen d'entrée pour le barreau. Donc, c'est un examen sur lequel différents modèles peuvent se tester pour voir à quel point ils ont été capables d'incorporer dans leur modèle toutes les notions relatives au droit, puis à quel point ils sont capables finalement dans un on voit contexte... ça là, dans les articles qui font une recension des performances des grands LLM. Ils disent sont capables d'avoir telle note à tel examen formalisé. Là, c'est l'examen du barreau. C'est intéressant de voir ça. Ouais, c'est ça. Puis le problème, c'est que pour une forte majorité des bancs d'essai, sur des tâches un peu plus particulières, donc qui traitent de champs plus pointus, la majorité des LLM sont rendus tellement performants que les comparer sur ces bancs d'essai-là devient de plus en plus difficile. Donc, je donne un exemple. Supposons que l'état de l'art sur une certaine tâche atteint 99% de performance. Ben, qu'est-ce que ça veut dire après ça d'atteindre 99,2%? Ouais, c'est ça. Disons qu'ils sont tous bons pour faire les tâches usuelles. Fait que pour un benchmark, on aime voir les différences. Puis là, les différences sont pas assez significatives pour reprendre un terme qu'on a utilisé plus tôt. Ben oui, exactement. Donc, c'est suite à ces considérations-là, finalement, qu'il y a des experts de différents domaines qui se sont concertés, issus de 500 institutions à travers le monde. Donc, on parle de centres de recherche, on parle d'universités, etc. Et qui ont bâti ce qui se nomme Humanity's Last Exam, le dernier examen de l'humanité, qui consiste en un banc d'essai de 2500 questions tirées de tout plein de champs différents. Donc, on parle de biologie, chimie, mathématiques, histoire, name it. 2500 questions. Oui. Puis là, c'est 2500 questions sur un contenu très, très spécifique. Puis le contenu est rédigé par des experts de plusieurs domaines. C'est ça, on se retrouve avec un bagage de réponses à des questions. Puis après ça, c'est quoi? L'idée, c'est de programmer se servir des LLM dans le processus d'apprentissage pour apprendre à partir de ce contenu-là plus expert, c'est ça? Ben, pas nécessairement d'apprendre à partir de ce banc d'essai-là. En fait, l'idée, c'est de voir dans un contexte d'intelligence artificielle générale, entre guillemets, donc qui aurait des capacités dans tout plein de champs d'application différents. Dans quelle mesure on est capable d'obtenir des modèles de langue qui sont performants, c'est ça, à travers et qu'on leur pose des domaines. questions difficiles, puis on regarde leurs réponses aux questions très difficiles, puis on se sert de ce contenu-là pour voir est-ce qu'ils ont bien répondu à ces questions qui sont très difficiles, beaucoup plus que des questions normales où là, ils ont tous 99%, ça donne plus rien de les comparer. Oui, exactement. Le but, c'est de construire finalement un jeu de données le plus difficile possible, mais qui reste faisable dans le sens où il existe des experts dans les différents domaines qui sont capables de répondre à ces questions-là. Puis d'ailleurs, j'aurais un petit exemple pour vous. Attention, c'est un véritable tourne-langue. Accrochez-vous à vos chaises. OK. Les colibris de la famille des apodiformes possèdent un os ovale bilatéral apparié, un sésamoïde intégré dans la partie caudolatérale de l'aponévrose croisée élargie d'insertion du muscle dépresseur de la queue. Oui, c'est vrai, j'allais le dire, oui. C'est ça, ben oui, évidemment. Combien de tendons appariés sont soutenus par cet os sésamoïde? Répondez par un nombre. On s'entend, c'est une connaissance qui existe que probablement les... Moi, je dirais 3 avec un intervalle de confiance très bas. Mais c'est ça. Donc, tu sais, on s'entend. Est-ce qu'on a la réponse? On pourrait la demander tout de suite à ChatGPT, voir. Ah ouais, je serais curieux de voir. Jusqu'à maintenant, c'est ça, 2500 questions.
Les questions d'entraînement sont publiques. Donc, ça en était un exemple. On peut aller chercher sur Internet toutes ces questions-là pour entraîner, par exemple, nos modèles de langue. Les données de test, par exemple, sont gardées privées, donc justement pour s'assurer que ce banc d'essai-là reste le plus pur possible. Mhm. Puis là, tu vois, quand il a été élaboré la première fois, le meilleur modèle atteignait une performance de 8%. Wow, ça, c'est un vrai test qui fait le tri entre les bons et les pas bons. Là. Ben oui, c'est ça. 8%, oh. Sauf que... Les étudiants chialeraient, moi, en tout cas, c'est sûr, en classe. 8%, OK. Ouais, ben là, par contre, ce qui fait peur, c'est que depuis, le modèle qui s'est le mieux classé, c'est Grok 4 avec une performance de 25,4%. On est quand même plus de 3 fois supérieur là, en termes de T'es-tu en train de me dire que Grok est en train de gagner la bagarre, là? Ben, jusqu'à présent, en tout cas, Wow. mais nécessairement, je pense que toutes les prochaines itérations là, des grands modèles les plus populaires vont vouloir se comparer sur ce jeu de données-là. Donc, en tout cas, vous pouvez aller sur le site internet, là, ça s'appelle lastexam.ai. Puis, il y a 8 exemples de questions, là, justement, qu'on peut lire facilement. Donc, c'est ça, des questions biologie sur, par exemple, les langues anciennes, l'hébreu, je sais pas, les mathématiques, computer science, chimie. Il y en a pour tous les goûts, finalement. Vraiment intéressant. Rappelle le titre de ce jeu-là. Le jeu de données s'appelle Humanity's Last Exam. Puis sur le site internet lastexam.ai, on peut aller lire tout à son sujet. J'adore le titre est un peu dramatique, là, le dernier examen de l'humanité, ça fait peur un peu. Ils ont le sens du drama, ces personnes-là. OK, merci, c'est intéressant de voir à quoi ça ressemble. Bien hâte de voir les prochains bancs d'essai pour voir, en espérant que Grok perde du terrain. Et là, vous sentez mon biais psychosocial à l'œuvre. Écoutez, ça va être... c'est vrai, Véro, t'avais quelque chose de... à ajouter? Non, je pense pas. Hein? Non, j'avais pas de deuxième sujet, mais j'ai oublié tout à l'heure de mentionner un élément assez intéressant de l'article publié par OpenAI sur les hallucinations. Oui, ça dit, faut que je dise la phrase. Attendez, je vais la retrouver là. Or, s'abstenir de répondre est une marque d'humilité, l'une des valeurs centrales d'OpenAI. Wow. OpenAI. OpenAI. La valeur centrale, l'humilité. On l'aura appris ici. OpenAI, déjà, open, c'est pas toujours très open. Et humilité, ce sera la deuxième grande valeur d'OpenAI. C'est la deuxième grande valeur. Je suis allée voir. Je me suis dit, ça se peut pas. Je suis allée voir sur leur site avec les valeurs. Et effectivement, la deuxième valeur d'OpenAI, c'est l'humilité. Bon. Wow. Voilà, on le saura. L'humilité. Ne pas savoir et savoir qu'on ne sait pas. Ce sera comme ça qu'on terminera cet épisode. Ce sera tout pour ce 117e, on est rendu là, épisode d'IA Café. De bien beaux thèmes encore, bien belles propositions. Merci à mes fidèles collaboratrices, Véronique Tremblay, merci. Merci. Et Benjamin Leblanc, merci. Merci Jean-François. Merci encore à vous, passionnés d'intelligence artificielle qui nous accompagnez à chaque épisode dans nos explorations des enjeux éthiques, sociaux, techniques et légaux de l'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal. Partagez notre podcast, parlez-en, commentez nos publications, puis faites votre boulot. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.